Au printemps 1834, quelque part dans les collines ondoyantes du centre de la Virginie, une découverte fut faite qui allait changer à jamais notre compréhension des profondeurs du mal humain. 47 enfants, âgés de 6 à 16 ans, furent retrouvés enchaînés dans un sous-sol sous ce qui semblait être une ferme ordinaire. Les enfants ne se ressemblaient pas, parlaient des langues différentes et, lorsqu'on les interrogeait, ne pouvaient que murmurer un seul nom à travers leurs larmes. Mère Sullivan. Le rapport du shérif local, enterré pendant plus d'un siècle dans les archives du comté de Henriot, décrivait des scènes si troublantes que 3 des officiers enquêteurs démissionnèrent de leurs fonctions en moins d'une semaine. Ce qui rend cette affaire vraiment hantante, ce n'est pas seulement l'horreur de ce qui fut découvert, mais la réalisation glaçante que Constant Sullivan avait dirigé son entreprise perverse pendant plus de 2 décennies sans être détecté. Les enfants l'appelaient mère, mais la vérité derrière ce titre se révélerait bien plus sinistre que quiconque aurait pu l'imaginer. Avant de continuer avec l'histoire de la famille Sullivan et de ses secrets indicibles, je veux vous poser une question importante. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde, seulement pour les âmes les plus courageuses qui osent affronter les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous comprenez que certaines vérités sont trop horribles pour être ignorées, peu importe à quel point elles nous perturbent. Alors, appuyez sur le bouton s'abonner et rejoignez notre communauté de chercheurs de mystères authentiques. Et dites-moi en commentaire. De quel état écoutez-vous? Êtes-vous assez courageux pour entendre des histoires comme celle-ci venant de votre propre arrière-cour? La question qui hantait les enquêteurs à l'époque et qui continue de perplexer les historiens aujourd'hui est de savoir comment une opération aussi massive a pu passer inaperçue pendant si longtemps dans une communauté rurale très unie. La Virginie de 1834 était une terre prise entre 2 mondes. L'ancien système des plantations dominait encore le paysage social, tandis que des murmures de changements industriels arrivaient du nord. Dans cet environnement, la petite communauté agricole de Millbrook, composée d'une 50aine de familles dispersées sur les 12 pentes du comté de Henriot, représentait l'installation rurale américaine typique de l'époque. La plupart des habitants cultivaient du tabac ou du maïs, faisaient leurs achats au magasin général de Henderson et se réunissaient pour des événements sociaux dans l'école à une seule salle qui servait également de salle de réunion communautaire. La propriété des Sullivan était située à la périphérie de cette communauté. Une modeste ferme en bois de 2 étages, entourée de près de 200 acres de terres agricoles de premier choix. Pour tout voyageur passant sur la route poussiéreuse reliant Millbrook à Richmond, la ferme Sullivan paraissait tout à fait ordinaire. La maison elle-même, construite dans le style fédéral populaire dans les années 1810, présentait un revêtement en planche blanche et une véranda enveloppante, typique de l'architecture virginienne. Une grange rouge se dressait à 60 mètres derrière la maison, avec un poulailler et un fumoir complétant l'aménagement typique d'une ferme. Ce qui rendait la propriété des Sullivan unique n'était pas visible depuis la route. Ezra Sullivan, qui avait acheté le terrain en 1809 avec l'argent hérité de la fortune en tabac de son père, avait consacré beaucoup d'efforts à grandir le sous-sol de la maison. Alors que la plupart des maisons virginiennes de l'époque possédaient de simples celliers à racines, le sous-sol des Sullivan s'étendait bien au-delà de l'empreinte de la maison au-dessus. Des artisans locaux se souvenaient d'avoir été engagés pour divers travaux d'excavation tout au long des années 1810 et 1820, mais aucun n'avait vu l'ouvrage terminé. Ezra payait bien et en espèces, demandant seulement aux ouvriers de se concentrer sur les sections qui leur étaient assignées plutôt que sur l'ensemble du projet. Constance Sullivan, l'épouse d'Ezra, était arrivée à Millbrook en 1811 en tant que jeune mariée de 22 ans. Les voisins se souvenaient d'elle comme d'une femme séduisante aux cheveux sombres et à la voix inhabituellement douce. Elle s'habillait simplement mais avec soin, assistait au service de l'église méthodiste quand sa santé le permettait et entretenait une réputation d'œuvre de charité. Lorsqu'on l'approchait pour contribuer à des causes communautaires, Constance expliquait invariablement qu'elle et Ezra s'occupaient déjà de plusieurs enfants orphelins de sa famille en Pennsylvanie. Cet arrangement, disait-elle, était temporaire, le temps de leur trouver des foyers permanents convenables. Cette explication satisfaisait la curiosité de la communauté concernant les aperçus occasionnels d'enfants autour de la propriété des Sullivan. Madame Henderson, du magasin général, voyait parfois un jeune visage regarder depuis le chariot des Sullivan lorsque Constance venait en ville pour les provisions. Les enfants ne parlaient jamais, mais Constance expliquait qu'ils étaient timides, traumatisés par la perte de leurs parents et qu'ils avaient besoin de temps pour s'adapter à leur nouvelle situation. La communauté, familière avec la tragédie des enfants orphelins à une époque où les taux de mortalité étaient élevés, acceptait ces explications sans poser de questions. Thomas Henderson, qui tenait le magasin général, se souvenait plus tard que Constance Sullivan était l'une de ses clientes les plus fiables. Toutes les 2 semaines, elle arrivait avec une liste détaillée et suffisamment d'argent pour acheter de grandes quantités de denrées de base. Farine, semoule de maïs, sel, porc, mélasse et autres staples. Les quantités semblaient importantes pour un couple sans enfants, mais quand Thomas le mentionnait,
Constance lui rappelait les enfants orphelins. Elle achetait également des quantités inhabituelles de médicaments de base, expliquant que les enfants issus de milieux pauvres arrivaient souvent avec diverses affections nécessitant un traitement. La ferme des Sullivan fonctionnait selon un emploi du temps qui intriguait certains voisins. Alors que la plupart des familles agricoles se levaient avec le soleil et travaillaient jusqu'au crépuscule, l'activité sur la propriété des Sullivan se prolongeait souvent tard dans la soirée. Des lumières étaient visibles aux fenêtres de la ferme à des heures inhabituelles, et le bruit de coups de marteau ou de travaux de construction résonnait parfois à travers les champs pendant la nuit. Quand on interrogeait Ezra à ce sujet, il expliquait qu'il effectuait des améliorations pour accueillir le nombre croissant d'enfants dont il s'occupait. Le docteur Marcus Whitfield, le médecin itinérant qui servait la région de Millbrook, se souvenait d'avoir été appelé plusieurs fois à la ferme des Sullivan au cours des années 1820 et au début des années 1830. Chaque fois, on lui disait que l'un des enfants orphelins était tombé malade et avait besoin de soins médicaux. Cependant, le docteur Whitfield n'était jamais autorisé à examiner les enfants directement. Au lieu de cela, Constance décrivait les symptômes et demandait des médicaments spécifiques. Quand le médecin insistait pour voir ses patients, Constance expliquait que les enfants avaient trop peur des étrangers, qu'ils étaient trop traumatisés par leurs expériences pour permettre un examen par des hommes inconnus. La supercherie était si parfaite que même le pasteur local, le révérend Samuel Matthews, croyait à l'œuvre charitable de la famille Sullivan. Lors de ses visites occasionnelles à la ferme, le révérend Matthews louait Constance et Ezra pour leur compassion chrétienne envers tant d'enfants malheureux. Il proposait de les aider à trouver des foyers permanents pour les orphelins, mais Constance expliquait toujours qu'elle était déjà en correspondance avec des parents en Pennsylvanie qui finiraient par prendre les enfants. Le processus, assurait-elle, demandait simplement de la patience et une organisation minutieuse. Ce que personne dans la communauté ne réalisait, c'est que Constance Sullivan perfectionnait sa tromperie depuis plus de 2 décennies. Les enfants orphelins n'étaient pas des résidents temporaires en attente d'être placés dans des familles aimantes. C'étaient des prisonniers, achetés, kidnappés ou attirés loin de leur famille à travers plusieurs États, détenus dans des conditions qui auraient fait pleurer de terreur des criminels endurcis. La découverte qui allait exposer les secrets horrifiants de la famille Sullivan commença par une série d'incidents apparemment sans lien au début de l'année 1834. Février avait été exceptionnellement rude, avec des températures descendant bien en dessous de zéro pendant des semaines. Le froid amer qui avait saisi la Virginie cet hiver allait se révéler à la fois une bénédiction et une malédiction pour les 47 enfants piégés sous la ferme des Sullivan. Le 23 février 1834, un marchand itinérant nommé Jacob Stern se rendait de Richmond à Charlottesville lorsqu'une violente tempête de neige l'obligea à chercher un abri. La ferme des Sullivan, étant le bâtiment le plus proche visible depuis la route, sembla un choix naturel pour un hébergement d'urgence. Ezra Sullivan, malgré sa réticence évidente, pouvait difficilement refuser l'hospitalité à un voyageur bloqué par un temps aussi dangereux. Stern décrivit plus tard la soirée comme extrêmement tendue. Constance Sullivan servit un repas simple de pain de maïs et de porc salé, mais la conversation fut guindée et maladroite. Les Sullivan semblaient nerveux, échangeant constamment des regards et sursautant au moindre bruit. Quand Stern demanda des nouvelles des enfants dont on lui avait dit qu'ils vivaient à la ferme, Constance expliqua qu'ils dormaient tous et qu'il ne fallait pas les déranger. Les enfants, dit-elle, avaient été malades de fièvre et avaient besoin de repos. Ce qui perturba le plus Stern fut le bruit. Tout au long de la nuit, alors qu'il était allongé sur un lit de fortune dans le salon des Sullivan, il entendait ce qui ressemblait à des pleurs étouffés provenant de sous le plancher. Quand il en parla à Ezra le lendemain matin, Sullivan prétendit que c'était probablement le vent sifflant à travers les fissures des fondations. Ce bruit était courant dans les vieilles maisons, surtout par temps froid. Stern accepta cette explication, mais quelque chose dans le comportement des Sullivan continuait de le troubler. Le deuxième incident se produisit 3 semaines plus tard, le 15 mars. Mary-Catherine Flynn, une jeune immigrante irlandaise voyageant avec sa famille pour chercher du travail dans les champs de tabac autour de Richmond, fut séparée de son groupe lors d'une traversée de rivière. Épuisée et effrayée, elle se dirigea vers la ferme des Sullivan. À la tombée de la nuit, Constance Sullivan l'accueillit, lui offrant nourriture et abri pour la nuit. Mary-Catherine Flynn ne fut jamais revue vivante. Lorsque sa famille signala sa disparition au shérif de Richmond, elle décrivit leur dernier emplacement connu et la direction que Mary-Catherine avait prise. Une équipe de recherche fut organisée, mais les vastes étendues de la nature sauvage de Virginie rendaient presque impossible la recherche d'une seule personne disparue. Les recherches furent abandonnées après une semaine et Mary-Catherine Flynn fut présumée morte d'exposition ou tuée par des animaux sauvages. L'incident final qui allait mener à la découverte eut lieu le 2 avril 1834. Un fermier local nommé William Hutchinson chassait le lapin dans les bois bordant la propriété des Sullivan lorsqu'il entendit quelque chose qui le glaça sur place.
Quelque part près de la ferme des Sullivan provenait le bruit d'enfants hurlant. Pas les cris ordinaires d'enfants en train de jouer, mais des hurlements crus et désespérés de pure terreur. Hutchinson s'approcha pour enquêter, se cachant derrière un bosquet de chênes à environ 50 mètres de la maison. Pendant près d'une heure, il observa et écouta. Les hurlements continuaient par intermittence, semblant toujours provenir de sous la maison plutôt que de l'intérieur. À un moment, il vit Ezra Sullivan émerger de ce qui semblait être une porte de cave sur le côté de la maison. Sullivan regarda nerveusement autour de lui, puis disparut à nouveau sous terre. Lorsque Hutchinson rapporta ce qu'il avait vu à ses voisins, les opinions furent partagées. Certains suggérèrent que les enfants orphelins étaient peut-être plus perturbés que les Sullivan ne l'avaient indiqué, nécessitant peut-être une discipline ou un traitement médical angoissant. D'autres, cependant, commencèrent à se souvenir de détails étranges qui n'avaient pas semblé importants auparavant. Les quantités inhabituelles de nourriture que Constant Sullivan achetait, les sons étranges que les voisins entendaient occasionnellement la nuit, le fait qu'aucun des prétendus orphelins n'avait jamais été vu en ville ou lors de rassemblements communautaires. Le shérif Benjamin Crawford, un vétéran de la loi qui servait le comté de Henriot depuis plus de 15 ans, écarta d'abord les préoccupations comme des ragots de quartier. Cependant, lorsque William Hutchinson s'adressa directement à lui et insista pour déposer une plainte officielle, Crawford accepta d'enquêter. La loi l'obligeait à donner suite au signalement de maltraitance d'enfants, quelle que soit son opinion personnelle sur les plaignants. Le matin du 8 avril 1834, le shérif Crawford se rendit à la ferme des Sullivan accompagné de son adjoint Marcus Webb. Ils arrivèrent juste après le lever du soleil, s'attendant à mener une inspection de routine qui mettrait fin aux rumeurs communautaires. Constant Sullivan les accueillit à la porte, calme et chaleureuse. Elle les invita à entrer pour prendre un café et exprima son inquiétude concernant les ragots qui circulaient dans la communauté. La conversation comença normalement. Constance expliqua à nouveau l'histoire des enfants orphelins, montra aux officiers des lettres qu'elle prétendait avoir reçues de parents en Pennsylvanie et proposa d'organiser une rencontre entre les enfants et le shérif Crawford une fois qu'ils se seraient remis de leur récente maladie. Tout semblait parfaitement raisonnable jusqu'à ce que l'adjoint Webb demande à utiliser les toilettes extérieures. En contournant la maison, Webb remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. La porte de la cave que William Hutchinson avait vue utilisée par Ezra Sullivan était sécurisée par 3 cadenas distincts. De lourdes chaînes entouraient les poignées de la porte, et le bois autour des cadenas portait des traces de griffures désespérées, comme si quelqu'un avait tenté de sortir en grattant de l'intérieur. Lorsque Webb retourna dans la maison et informa discrètement le shérif Crawford de ce qu'il avait observé, les deux hommes comprirent qu'ils faisaient face à quelque chose de bien plus grave que des ragots. Crawford demanda poliment à Constance de leur montrer la cave, expliquant qu'une inspection approfondie aiderait à faire taire les rumeurs. Le changement dans le comportement de Constant Sullivan fut immédiat et glaçant. Son visage devint pâle, ses mains se mirent à trembler et elle commença à bafouiller que la cave était dangereuse, que les enfants n'étaient pas autorisés à y descendre, qu'il n'y avait rien à voir d'autre que du vieux matériel agricole et du stockage. C'est alors qu'ils l'entendirent. De quelque part sous leurs pieds provint le bruit d'enfants pleurant, suivi d'une voix faible appelant à l'aide. Le son était étouffé mais indéniable, et il venait directement d'en dessous de la cuisine où il se trouvait. Les suites immédiates de cette première découverte entraient le shérif Crawford pour le reste de sa vie. Quand lui et l'adjoint Webb forcèrent l'ouverture de la porte de la cave, la puanteur qui monta des ténèbres en contrebas était écrasante. Un mélange d'excréments humains, de corps non lavés et de quelque chose d'autre que Crawford décrivit plus tard comme l'odeur du désespoir lui-même. Le sous-sol qu'Ezra Sullivan avait passé plus de 2 décennies à construire était un chef-d'œuvre de cruauté calculée. La chambre principale s'étendait bien au-delà de l'empreinte de la maison au-dessus, s'enfonçant dans la terre comme un terrier souterrain. Des murs en pierre soigneusement mortelés et conçus pour étouffer le son créaient une série de pièces interconnectées. La plus grande chambre, directement sous la cuisine, abritait la plupart des enfants. Ils étaient enchaînés à des anneaux en fer encastrés dans les murs de pierre. Chaque enfant était fixé par des fers aux chevilles. Les chaînes étaient assez longues pour permettre un mouvement dans un petit périmètre, mais empêchaient toute possibilité d'évasion. Les enfants allaient d'environ 6 à 16 ans. Ils étaient émaciés, leurs vêtements réduits à des haillons, leur corps portant les marques d'une négligence et de mauvais traitements prolongés. Beaucoup présentaient des signes de maladie. Fièvre, problèmes respiratoires et affections cutanées dues à la vie dans cet espace humide et mal ventilé. Ce qui frappa le plus les 2 officiers fut le silence. Après les premiers cris à l'aide, les enfants ne dirent plus rien. Ils se contentaient de fixer les nouveaux venus avec des yeux qui ne contenaient plus aucun espoir, aucune attente de sauvetage. L'adjoint Webb, père de 4 enfants, dut quitter le sous-sol 2 fois pour vomir. Le shérif Crawford, malgré ses années d'expérience dans les forces de l'ordre, se trouva incapable de comprendre pleinement l'ampleur de ce qu'il voyait.
Le caractère méthodique de l'emprisonnement, les preuves d'une planification à long terme, le nombre même des victimes. Tout cela dépassait tout ce qu'il avait connu ou imaginé. Dans les chambres plus petites, Crawford et Webb trouvèrent les preuves du système de contrôle des Sullivan. Une pièce contenait des stocks et des dispositifs de contention pour les punitions. Une autre abritait ce qui semblait être une zone médicale primitive où les enfants étaient soignés pour leurs blessures et maladies, non par compassion, mais pour les maintenir en vie et fonctionnels. Une troisième pièce contenait des registres détaillés qui se révéleraient cruciaux pour l'enquête. Nom, âge, date d'arrivée et notes sur l'état et le comportement de chaque enfant. Les registres révélaient l'ampleur de l'opération des Sullivan. Les enfants arrivaient régulièrement à la ferme depuis 1812, peu après l'arrivée de Constant Sullivan à Millbrook. Les sources variaient. Certains étaient des orphelins achetés dans des hospices surchargés, d'autres des fugueurs attirés par des promesses de nourriture et d'abri, et d'autres encore semblaient avoir été simplement kidnappés à leur famille. Les registres montraient que plus de 90 enfants étaient passés par le sous-sol des Sullivan au fil des ans. La question évidente, qu'était-il arrivé aux autres, trouva la réponse la plus horrible possible. Dans une chambre séparée, accessible par un passage étroit où il fallait ramper, Crawford et Webb découvrirent les restes d'au moins 36 enfants. Certains semblaient être morts de maladie ou de malnutrition. D'autres portaient des signes de violence. Tous avaient été enterrés dans des tombes peu profondes sous le sol du sous-sol, leurs corps recouverts de chaux pour contrôler les odeurs et la décomposition. L'enquête qui suivit la découverte initiale se poursuivit pendant des mois, alors que les autorités tentaient de comprendre comment une entreprise criminelle aussi massive avait pu fonctionner pendant plus de 2 décennies sans être détectée. La réponse résidait dans le génie de la tromperie de Constant Sullivan et sa compréhension de la psychologie humaine. Elle avait créé un personnage presque parfaitement conçu pour éviter les soupçons dans une communauté rurale des années 1830. Le rôle de la femme charitable s'occupant d'enfants orphelins correspondait aux valeurs chrétiennes de la communauté tout en expliquant tous les aspects inhabituels du foyer des Sullivan. L'histoire des enfants traumatisés trop effrayés pour interagir avec des étrangers fournissait une excuse toute prête pour expliquer pourquoi les prétendus orphelins n'étaient jamais vus en public. La prétention que des foyers permanents étaient arrangés avec des parents éloignés expliquait pourquoi les enfants ne semblaient jamais quitter la ferme. Plus habilement encore, Constance avait créé plusieurs couches de protection pour son opération. Les enfants étaient entraînés à l'appeler mère, de sorte que si quelqu'un les entendait un jour, cela semblerait une relation familiale naturelle. Les rares fois où des enfants avaient été aperçus par des étrangers, ils avaient été soigneusement coachés pour rester silencieux et paraître timides plutôt que terrifiés. Les achats importants de nourriture étaient expliqués par la présence de plusieurs enfants, tandis que les fournitures médicales étaient justifiées par la prétendue mauvaise santé des jeunes orphelins. L'installation physique de l'opération était tout aussi bien planifiée. La construction du sous-sol s'était étalée sur de nombreuses années, avec différents ouvriers s'occupant de différentes parties du projet. Aucun artisan n'avait vu l'aménagement complet, ni compris le véritable objectif des modifications. L'insonorisation était suffisamment efficace pour que même les voisins proches entendent rarement quelque chose de suspect. Et quand ils entendaient quelque chose, les sons pouvaient être expliqués comme des activités agricoles ordinaires ou le bruit normal d'enfants en train de jouer. Peut-être le plus troublant était le système de contrôle psychologique que Constance avait développé. Les enfants étaient convaincus qu'ils avaient été abandonnés par leur famille, que personne ne les cherchait et que le monde extérieur était dangereux et hostile. Ceux qui se comportaient correctement recevaient une nourriture et des conditions de vie légèrement meilleures. Ceux qui causaient des problèmes étaient soumis à des punitions qui servaient d'exemple aux autres. Avec le temps, la plupart des enfants acceptaient leur captivité comme étant simplement le cours normal de leur vie. La réaction de la communauté à la découverte fut un choc total et une incrédulité complète. De nombreux habitants refusèrent d'abord de croire que Constance Sullivan, cette femme discrète qui vivait parmi eux depuis plus de 20 ans, pouvait être capable d'actes aussi monstrueux. Certains suggérèrent qu'elle avait dû être contrainte par son mari, ou que toute la situation était en réalité un malentendu. Ces dénis devinrent impossibles à maintenir à mesure que de nouvelles preuves émergeaient. Les registres détaillés trouvés dans le sous-sol contenaient non seulement des informations sur les enfants, mais aussi une correspondance avec des contacts criminels dans d'autres États. Constance Sullivan faisait partie d'un réseau qui faisait le trafic d'enfants, achetant et vendant de jeunes victimes à travers les frontières des États. La ferme des Sullivan n'était qu'une opération au sein d'une plus grande entreprise criminelle qui s'étendait de la Pennsylvanie à la Géorgie. À mesure que le shérif Crawford approfondissait l'affaire Sullivan, des schémas troublants commencèrent à émerger, suggérant que l'opération était bien plus sophistiquée qu'on ne l'avait cru au départ. La correspondance trouvée dans le sous-sol révéla que Constance Sullivan était en contact régulier avec au moins 12 autres individus dans 5 États, tous apparemment impliqués dans des activités similaires.
Les lettres, écrites dans un code simple qui fut finalement déchiffré, parlaient de livraison de marchandises et de contrôle de qualité dans un langage qui désignait clairement le trafic d'êtres humains. Une lettre datée de seulement 3 mois avant la découverte provenait d'une personne identifiée seulement comme Morrison à Philadelphie. Morrison écrivait qu'il avait 6 nouveaux articles d'âge et d'état variés qui conviendraient à ses besoins. La lettre incluait des descriptions détaillées des enfants, leurs âges approximatifs et leur état physique. Plus troublant encore, elle contenait des notes sur leur tempérament. Quels enfants étaient dociles et lesquels pourraient nécessiter une formation supplémentaire. Les registres financiers peignaient un tableau encore plus horrible. Constant Sullivan payait entre 50 et 200 $ par enfant, selon l'âge et l'état. Elle recevait également des paiements d'autres lieux, ce qui suggérait que la ferme des Sullivan servait à la fois de destination et de point de distribution pour les enfants trafiqués. Le montant total d'argent impliqué était stupéfiant pour l'époque. Plus de 8 000 $ en transactions sur 2 décennies, équivalent à plusieurs centaines de milliers de dollars actuels. Le docteur Marcus Whitfield, le médecin itinérant qui avait été appelé plusieurs fois à la ferme des Sullivan, devint un témoin clé lorsque l'enquête s'élargit. Sous interrogatoire, il révéla que Constance Sullivan avait toujours été inhabituellement précise sur les médicaments qu'elle demandait. Elle possédait une connaissance détaillée du traitement de la malnutrition, des infections respiratoires et d'autres affections courantes chez les enfants gravement négligés. Elle avait également demandé des sédatifs et d'autres drogues qui pouvaient servir à contrôler les prisonniers difficiles. Le témoignage du médecin conduisit à une autre réalisation glaçante. Constance Sullivan avait étudié systématiquement comment maintenir en vie un grand nombre d'enfants dans des conditions de privation extrême. Les fournitures médicales qu'elle achetait, les questions qu'elle posait, même l'agencement du sous-sol. Tout était conçu pour maximiser le taux de survie de ces prisonniers tout en minimisant les ressources nécessaires pour les maintenir. L'homme d'affaires local Thomas Henderson fournit d'autres pièces du puzzle. Un examen de ses registres de vente montra que Constance Sullivan achetait des quantités croissantes de fournitures de base au fil des ans. Ce qui semblait être les besoins grandissants d'un foyer charitable était en réalité la preuve d'une opération criminelle en expansion. Henderson se souvenait également de demandes spécifiques pour des articles qui semblaient inhabituels à l'époque. Des couvertures supplémentaires, de grandes quantités de vêtements pour enfants et des achats en gros de médicaments simples. L'enquête révéla également le rôle d'Ezra Sullivan dans l'opération. Bien que Constance apparût comme le cerveau, Ezra était responsable de l'entretien physique de la prison et de la gestion des enfants. Plusieurs des victimes survivantes, une fois enfin capables de parler, le décrivirent comme l'exécuteur qui appliquait les punitions et maintenait la discipline. Ces travaux de construction dans le sous-sol n'avaient pas été seulement des agrandissements. Ils avaient été un perfectionnement constant d'un système conçu pour retenir des êtres humains en captivité. La révélation la plus troublante vint de l'analyse des registres des enfants qui avaient disparu de la ferme des Sullivan au fil des ans. Les registres montraient que certains enfants avaient été transférés vers d'autres lieux, suggérant un réseau d'acheteurs et de vendeurs à travers plusieurs États. D'autres avaient été marqués comme inadaptés ou problématiques, des mentions qui correspondaient aux restes trouvés dans la chambre funéraire du sous-sol. L'ampleur de l'enquête s'élargit lorsque les autorités d'autres États commencèrent à examiner leurs propres disparitions non résolues. Les signalements d'enfants disparus en Pennsylvanie, au Maryland, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud présentaient des similitudes troublantes. Beaucoup des enfants disparus correspondaient au profil de ceux retrouvés à la ferme des Sullivan. Pauvres, orphelins ou issus de familles qui n'avaient pas les ressources pour les rechercher intensivement. Des marshals fédéraux furent appelés pour coordonner l'enquête multi-États. Cela était sans précédent pour l'époque, car la plupart des forces de l'ordre étaient strictement locales. L'affaire Sullivan représentait l'une des premières grandes enquêtes criminelles à traverser les frontières des États et à impliquer les autorités fédérales. Les implications légales étaient compliquées par le fait que de nombreux crimes avaient eu lieu dans différentes juridictions sous des lois différentes. Au fil des semaines, davantage de survivants commencèrent à raconter leur histoire. Les récits étaient remarquablement cohérents, décrivant des années d'emprisonnement, de mauvais traitements systématiques et de manipulations psychologiques. Les enfants expliquèrent comment les nouveaux arrivants étaient brisés, soumis à l'isolement, aux punitions et à l'endoctrinement jusqu'à ce qu'ils acceptent leur sort. Ils parlèrent d'une hiérarchie complexe parmi les prisonniers, les enfants plus âgés recevant de petits privilèges en échange de leur aide pour contrôler les plus jeunes. Les survivants révélèrent également l'étendue de la manipulation psychologique de Constance Sullivan. Elle avait convaincu de nombreux enfants qu'ils étaient sans valeur, que leurs familles les avaient vendus ou abandonnés, et qu'ils méritaient leur traitement. Certains des enfants plus âgés, emprisonnés depuis des années, résistèrent initialement aux efforts de sauvetage parce qu'ils avaient été conditionnés à croire que le monde extérieur était encore plus dangereux que leur captivité.
L'enquête découvrit les méthodes de Sullivan pour acquérir des victimes. Elle avait développé des relations avec des fonctionnaires corrompus dans les hospices et orphelinats qui fournissaient des enfants en échange de paiement. Elle avait également cultivé des contacts parmi les éléments criminels des grandes villes qui pouvaient identifier des enfants vulnérables. Fugueurs, orphelins des rues et autres qui ne seraient pas immédiatement regrettés. Plus glaçant encore, les registres montraient que l'opération des Sullivan s'était étendue ces dernières années. Le nombre d'enfants détenus avait augmenté et il y avait des projets dans la correspondance pour établir des installations similaires dans d'autres endroits. La découverte à la ferme des Sullivan avait apparemment interrompu une entreprise criminelle qui était sur le point de devenir une opération beaucoup plus grande. La percée qui allait mener à l'exposition complète du réseau des Sullivan vint d'une source inattendue. Parmi les enfants survivants se trouvait une fille nommée Rebecca, âgée d'environ 14 ans, qui avait été détenue plus longtemps que tous les autres. Contrairement aux autres enfants brisés par leur épreuve, Rebecca avait conservé une étincelle de défiance et une mémoire extraordinaire des détails. Rebecca avait été kidnappée de la ferme de sa famille en Pennsylvanie en 1829, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Elle se souvenait de tout concernant sa capture. Comment une femme se faisant passer pour une parente éloignée était arrivée à leur ferme. Comment elle avait été attirée avec des promesses de sucreries et d'une promenade en ville. Comment elle s'était réveillée enchaînée dans le sous-sol des Sullivan. Plus important encore, elle se souvenait de chaque conversation qu'elle avait surprise entre Constant Sullivan et les différents visiteurs venus à la ferme au fil des ans. Le témoignage de Rebecca révéla que l'opération des Sullivan n'était qu'une partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Elle avait entendu Constance discuter d'autres fermes, d'autres lieux où des enfants étaient détenus. Elle se souvenait de noms, de dates et de détails sur les expéditions d'enfants entre différentes installations. Ces informations fournirent aux forces de l'ordre leur première image complète de l'ampleur de l'entreprise criminelle. La révélation la plus significative vint lorsque Rebecca décrivit une visite qui avait eu lieu seulement 2 semaines avant la découverte. Un homme bien habillé était arrivé à la ferme dans une voiture luxueuse accompagné de 2 autres hommes. Rebecca avait été sélectionnée avec 3 autres enfants pour être inspectée par les visiteurs. L'homme les avait examinés attentivement, vérifiant leurs dents, leur tonicité musculaire et leur état général de santé comme un acheteur évaluant du bétail. Le visiteur avait finalement décidé de ne pas acheter d'enfants, se plaignant qu'ils étaient trop abîmés pour ses besoins. Cependant, il avait laissé une lettre contenant des spécifications détaillées pour le type d'enfant qu'il voulait acheter. La lettre, retrouvée parmi les papiers de Constant Sullivan, décrivait des exigences pour des enfants d'âge spécifique, de caractéristiques physiques et de tempérament précis. Le langage était froid et professionnel, traitant les êtres humains comme des marchandises à acheter et à vendre. La lettre était signée H. Blackwood et incluait une adresse de retour à Charleston, en Caroline du Sud. Lorsque les autorités enquêtèrent, elles découvrirent que Henry Blackwood était un riche propriétaire de plantation qui achetait des enfants depuis des années, soi-disant comme domestiques, mais en réalité pour des objectifs que l'enquête révélerait être encore plus sinistres que l'opération des Sullivan. Le lien avec Blackwood ouvrit une dimension entièrement nouvelle de l'affaire. Il apparut que des propriétaires de plantations du Sud utilisaient le réseau de trafic d'enfants pour acquérir des travailleurs totalement sous leur contrôle. Contrairement aux esclaves qui bénéficiaient de certaines protections légales et dont la disparition pouvait être remarquée, les enfants trafiqués pouvaient être travaillés à mort sans conséquences légales. Ils n'avaient pas de famille pour les rechercher, aucun statut légal pour les protéger et aucun espoir d'évasion. L'enquête sur le lien avec Blackwood révéla que plusieurs autres familles sudistes importantes avaient été impliquées dans des achats similaires. Les enfants étaient utilisés non seulement comme travailleurs, mais aussi comme sujet d'expérience médicale, comme cible de divertissements violents et pour des objectifs que les enquêteurs trouvèrent trop troublants pour les documenter pleinement dans leurs rapports officiels. À mesure que l'ampleur du réseau criminel devenait claire, l'enquête rencontra une résistance croissante de la part d'intérêts puissants. Plusieurs des familles impliquées dans l'achat d'enfants possédaient des connexions politiques importantes et des ressources substantielles pour se protéger. Des menaces commencèrent à être proférées contre les enquêteurs, les témoins et même les enfants survivants. Le shérif Crawford reçut des lettres anonymes lui demandant d'abandonner l'enquête. L'adjoint Webb fut attaqué par des agresseurs inconnus en rentrant chez lui. Le docteur Whitfield vit soudainement sa clientèle boycottée par plusieurs patients importants. La pression était clairement conçue pour intimider les forces de l'ordre et empêcher l'exposition complète du réseau. La situation devint encore plus dangereuse lorsqu'un des enfants survivants, un garçon nommé Timothy, qui fournissait un témoignage crucial, disparut de l'abri temporaire où il était hébergé. Une recherche fut menée, mais Timothy ne fut jamais retrouvé. Le message était clair. Ceux qui coopéraient avec l'enquête subiraient de graves conséquences. Malgré l'intimidation, l'enquête se poursuivit.
Des marshals fédéraux fournirent une sécurité supplémentaire aux témoins clés et aux enquêteurs. Les enfants survivants furent déplacés vers des lieux plus sûrs et des gardes armés furent postés à la ferme des Sullivan pour protéger les preuves physiques. L'affaire était devenue un test pour savoir si le système judiciaire américain pouvait fonctionner face à des crimes impliquant des auteurs riches et puissants. La pression atteignit son paroxysme lorsque Constance Sullivan elle-même fut retrouvée morte dans sa cellule de prison. La cause officielle du décès fut déclarée comme un suicide, mais les circonstances étaient suspectes. Sullivan devait témoigner sur l'étendue complète du réseau criminel, y compris les noms de tous ses contacts et clients. Sa mort élimina le témoin le plus important de l'enquête et la principale source d'information sur le complot plus large. La mort mystérieuse de Constance Sullivan provoqua des ondes de choc dans l'équipe d'enquête. Si des intérêts puissants étaient prêts à éliminer des témoins clés, personne impliqué dans l'affaire n'était en sécurité. L'enquête avait découvert une entreprise criminelle si vaste et si bien connectée qu'elle menaçait certaines des familles les plus importantes de la société américaine. Juste au moment où il semblait que l'enquête risquait d'être sabotée par l'intimidation et la violence, un développement inattendu changea tout. Un ancien employé de Henry Blackwood, motivé par la culpabilité de ce qu'il avait vu, se présenta avec des preuves qui allaient faire éclater l'affaire au grand jour. L'employé, un homme nommé Samuel Pierce, avait travaillé comme contremaître sur la plantation Blackwood et possédait une connaissance détaillée des enfants achetés via le réseau des Sullivan. Pierce apporta des documents prouvant le lien entre l'opération des Sullivan et les acheteurs du Sud. Plus important encore, il avait été témoin du sort de nombreux enfants vendus aux propriétaires de plantations. Son témoignage fournirait les dernières pièces du puzzle et exposerait toute l'horreur de ce qui arrivait aux enfants les plus vulnérables d'Amérique. Le témoignage de Samuel Pierce devant le grand jury fédéral à Richmond resterait l'un des récits les plus troublants de l'histoire judiciaire américaine. Pierce, un homme dans la quarantaine aux mains usées et au regard hanté, avait travaillé pour Henry Blackwood pendant plus d'une décennie. Ce qu'il avait vu sur la plantation Blackwood et ce qu'il révéla sur le sort des enfants des Sullivan choqua même les enquêteurs les plus expérimentés qui pensaient avoir compris l'ampleur de l'entreprise criminelle. Pierce décrivit comment la plantation Blackwood fonctionnait avec deux systèmes distincts. La plantation principale utilisait le travail des esclaves pour la production de coton, selon le modèle économique typique, quoique brutal, de l'agriculture du Sud. Cependant, Blackwood avait également établi ce que Pierce appelait les quartiers expérimentaux, une installation séparée où les enfants trafiqués étaient détenus pour des objectifs qui n'avaient rien à voir avec la production agricole. Les enfants achetés via le réseau des Sullivan étaient utilisés comme sujet d'expérience médicale que Blackwood menait avec plusieurs associés, dont 2 médecins du Charleston Medical College. Les expériences étaient conçues pour tester les limites de l'endurance humaine, étudier les effets de divers médicaments et traitements, et satisfaire la curiosité scientifique d'hommes qui considéraient les enfants comme des animaux de laboratoire plutôt que comme des êtres humains. Le témoignage le plus accablant de Pierce concernait les registres détaillés que Blackwood tenait de ses expériences. Le propriétaire de la plantation avait tout documenté. Les réactions des enfants aux différents traitements, leur taux de survie dans diverses conditions, et la progression de maladies délibérément introduites pour en étudier les effets. Les registres montraient que Blackwood et ses associés avaient pratiqué une torture systématique déguisée en recherche médicale. Le témoignage révéla qu'au moins 37 enfants du réseau des Sullivan avaient été vendus à Blackwood au fil des ans. Sur ceux-ci, seuls 4 avaient survécu assez longtemps pour être transférés à d'autres acheteurs. Les autres étaient morts à la suite des expériences, de la malnutrition ou des conditions de travail brutales dans les quartiers expérimentaux. Leurs corps avaient été enterrés dans des tombes anonymes dans une section éloignée de la plantation. Pierce fournit également des informations sur le réseau plus large d'acheteurs. Il avait assisté à des réunions où Blackwood discutait des achats avec d'autres propriétaires de plantations, des hommes d'affaires fortunés et même certains politiciens. Les conversations qu'il avait surprises révélaient que le réseau de trafic s'étendait bien au-delà de ce que les enquêteurs avaient imaginé. Les enfants étaient achetés et vendus à travers tout le pays, chaque acheteur ayant des exigences et des objectifs différents. La révélation la plus choquante vint lorsque Pierce décrivit un rassemblement auquel il avait assisté à l'automne 1833. Blackwood avait organisé ce qu'il appelait une démonstration pour des acheteurs potentiels venus de tout le Sud. L'événement était conçu pour présenter la qualité des enfants disponibles via le réseau et démontrer les différents usages auxquels ils pouvaient servir. La description de Pierce de ce rassemblement fut si troublante que plusieurs membres du grand jury durent quitter la salle. La démonstration avait inclus des présentations des capacités des enfants à effectuer divers types de travail, leur réaction à différentes formes de punition et de contrôle, et leur aptitude à différents types d'exploitation. Les acheteurs avaient été encouragés à examiner les enfants de près, à tester leurs réactions et à passer des commandes pour des types spécifiques de victimes. L'ensemble de l'événement s'était déroulé dans une atmosphère décontractée et professionnelle,
comme une vente aux enchères de bétail. Le témoignage de Pierce révéla également l'ampleur financière du réseau. Les prix payés pour les enfants variaient considérablement selon leur âge, leur état physique et l'usage prévu. Les enfants plus jeunes, plus faciles à contrôler et à conditionner, commandaient des prix plus élevés. Les enfants présentant des caractéristiques physiques ou des capacités spécifiques étaient vendus à des tarifs premium. Le montant total d'argent impliqué dans le réseau était estimé à plusieurs centaines de milliers de dollars, une fortune pour l'époque. L'équipe d'enquête utilisa les informations de Pierce pour coordonner des raids sur plusieurs sites à travers le Sud. Des marshals fédéraux, travaillant avec les forces de l'ordre local, frappèrent simultanément des plantations, des entrepôts et d'autres installations où des enfants trafiqués étaient détenus. Les raids furent menés dans le secret pour empêcher la destruction de preuves et la fuite des principaux auteurs. Les résultats des raids coordonnés furent stupéfiants. Plus de 100 enfants supplémentaires furent sauvés de divers endroits. Des preuves physiques furent saisies qui documentaient l'étendue complète du réseau de trafic, y compris des registres financiers, de la correspondance et des journaux détaillés d'achat et de vente. Plusieurs individus importants furent arrêtés, dont Henry Blackwood, 2 médecins du Charleston Medical College et un législateur d'État de Géorgie, qui avait été l'un des meilleurs clients du réseau. Les preuves saisies lors des raids peignaient un tableau d'un mal systématique qui choqua la nation. Le réseau de trafic avait fonctionné pendant plus de 30 ans, impliquant des dizaines d'acheteurs et de vendeurs majeurs, et avait fait des centaines d'enfants victimes. Le niveau d'organisation et de sophistication était sans précédent pour une entreprise criminelle de cette époque. Les expériences médicales menées par Blackwood et ses associés étaient documentées dans des détails horrifiants. Les registres montraient que les expérimentateurs avaient délibérément infecté des enfants avec des maladies pour en étudier la progression, avaient testé divers poisons et toxines, et avaient pratiqué des interventions chirurgicales sans anesthésie ni formation médicale adéquate. Les enfants avaient été traités comme des sujets de recherche jetables, leur vie n'ayant de valeur que pour les connaissances scientifiques que l'on pouvait extraire de leurs souffrances. L'enquête révéla également la corruption qui avait rendu le réseau possible. Des fonctionnaires d'orphelinat, d'hospices et de gouvernements locaux avaient été corrompus pour fournir des enfants ou ignorer leur disparition. Des juges avaient été payés pour déclarer des enfants abandonnés ou pour approuver des adoptions qui étaient en réalité des ventes. Même certains officiers de police avaient participé à la dissimulation de preuves et à l'intimidation de témoins. Les procédures judiciaires qui suivirent durèrent des années, alors que les procureurs luttaient pour rendre justice aux victimes de crimes survenus dans plusieurs États et juridictions. La complexité de l'affaire, combinée à la richesse et aux connexions politiques de nombreux accusés, rendit les poursuites extrêmement difficiles. Plusieurs accusés clés échappèrent à une condamnation pour des motifs techniques ou grâce à l'influence d'alliés puissants. Cependant, l'exposition publique du réseau de trafic eut des effets profonds qui dépassèrent largement les procédures judiciaires. L'affaire Sullivan devint le catalyseur des premières lois fédérales américaines traitant du trafic d'enfants et des mauvais traitements. Elle entraîna des réformes dans la surveillance des orphelinats et des hospices, ainsi que l'établissement de nouvelles protections légales pour les enfants vulnérables. La résolution finale de l'affaire Sullivan prit près de 5 ans, mais son impact sur la société américaine fut immédiat et profond. La réaction du public aux révélations fut un mélange de fascination horrifiée et d'une détermination à empêcher de telles atrocités de se reproduire. Les journaux à travers le pays couvrirent l'histoire avec un niveau de détail sans précédent, de nombreuses publications consacrant des numéros entiers aux conclusions de l'enquête. Les enfants survivants firent face à un long et difficile chemin de guérison. La plupart avaient été détenus pendant des années et n'avaient aucun souvenir de la vie avant leur captivité. Les 47 enfants sauvés du sous-sol des Sullivan nécessitèrent des traitements médicaux extensifs, des soins psychologiques et un travail patient pour les aider à se réadapter à une interaction humaine normale. Beaucoup ne se remirent jamais complètement de leur épreuve, portant des cicatrices physiques et émotionnelles pour le reste de leur vie. Rebecca, la jeune fille de 14 ans dont le témoignage avait été crucial pour exposer le réseau plus large, devint une sorte de célébrité à mesure que la nouvelle de son courage se répandait. Cependant, l'attention se révéla écrasante pour quelqu'un ayant subi un tel traumatisme. Elle fut finalement placée dans une famille Quaker en Pennsylvanie qui lui offrit l'environnement calme et soutenant dont elle avait besoin pour guérir. Rebecca vécut jusqu'à l'âge de 73 ans, finit par se marier et élever une famille. Mais elle ne parla plus jamais publiquement de ses expériences après son témoignage au procès. Les procédures judiciaires révélèrent l'étendue complète de la corruption qui avait permis le réseau de trafic. Ezra Sullivan, capturé lors du raid initial, fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation. Enlèvement, séquestration et meurtre. Il fut exécuté par pendaison à Richmond le 15 novembre 1836 devant une foule de plus de 3000 personnes. Ces derniers mots, selon les témoins,
furent une confession selon laquelle il avait suivi le chemin du diable et une demande de pardon aux enfants qu'il avait aidés à torturer. Le procès d'Henry Blackwood devint une sensation qui exposa les dessous sombres de la Société des plantations du Sud. Les registres médicaux saisis sur sa plantation fournirent des preuves de torture et de meurtres systématiques qui choquèrent même les observateurs les plus endurcis. Blackwood fut reconnu coupable de multiples meurtres et condamné à mort, mais son exécution fut retardée pendant des années par des appels et des manœuvres politiques. Il mourut finalement en prison en 1841, officiellement d'une crise cardiaque, bien que certains soupçonnent qu'il ait été empoisonné par des associés craignant qu'il ne révèle d'autres secrets. Les 2 médecins du Charleston Medical College qui avaient participé aux expériences furent radiés de la profession médicale et condamnés à de longues peines de prison. Leurs affaires entraînèrent de nouvelles réglementations régissant la recherche médicale et le traitement des sujets humains. Le collège de médecine lui-même fit face à un scandale qui faillit entraîner sa fermeture lorsque les enquêteurs révélèrent que plusieurs autres membres du corps professoral avaient connaissance des expériences illégales mais n'avaient rien signalé. L'aspect le plus frustrant de l'enquête fut le nombre d'individus puissants qui échappèrent à la justice malgré des preuves claires de leur implication. Plusieurs riches propriétaires de plantations s'enfuirent en Europe avant de pouvoir être arrêtés. D'autres utilisèrent leurs connexions politiques pour éviter les poursuites ou pour recevoir des peines minimales qui ne reflétaient pas la gravité de leurs crimes. Un législateur d'État de Géorgie, qui avait été l'un des principaux clients du réseau, fut censuré par sa législature mais ne fit jamais face à des accusations criminelles. L'enquête financière révéla que le réseau de trafic avait généré d'énormes profits pour ses organisateurs. Constant Sullivan seul avait accumulé plus de 12 000 $ de profits au cours de ses 20 années d'opération, une somme équivalente à plusieurs centaines de milliers de dollars actuels. Une grande partie de cet argent ne fut jamais récupérée car il avait été investi dans des entreprises légales ou caché dans des comptes que les enquêteurs ne purent pas tracer. La ferme des Sullivan elle-même devint un symbole des horreurs qui avaient été découvertes. La propriété fut saisie par le gouvernement et finalement vendue aux enchères, mais personne ne voulait vivre dans un lieu associé à un tel mal. La maison fut démolie en 1845 et le sous-sol fut rempli de béton et scellé définitivement. Un petit cimetière fut établi sur le site pour commémorer les enfants qui y étaient morts, bien que la plupart de leurs noms ne soient jamais connus. L'affaire entraîna des réformes importantes dans la protection et le bien-être des enfants. La Virginie adopta les premières lois complètes de protection de l'enfance de l'histoire américaine, établissant une surveillance gouvernementale des orphelinats et exigeant des vérifications d'antécédents pour quiconque souhaitait adopter ou s'occuper d'un grand nombre d'enfants. D'autres États suivirent rapidement avec des législations similaires, créant les bases des systèmes modernes de protection de l'enfance. Le gouvernement fédéral répondit également par de nouvelles lois traitant des crimes inter-États et du trafic d'êtres humains. L'affaire Sullivan avait démontré les limites de l'application de la loi État par État lorsqu'il s'agissait de crimes traversant les frontières juridictionnelles. De nouvelles lois fédérales donnèrent au Marshal une autorité élargie pour enquêter et poursuivre les affaires de trafic, établissant des précédents qui se révéleraient cruciaux dans les développements ultérieurs de la justice pénale. Peut-être le plus important, l'affaire changea la conscience publique concernant la vulnérabilité des enfants et la nécessité d'une protection systématique. La notion romantique de l'individu charitable s'occupant d'enfants orphelins fut remplacée par une compréhension plus réaliste du besoin de surveillance institutionnelle et de garantie légale. L'expression « un autre cas Sullivan » entra dans l'usage courant comme un avertissement sur le potentiel d'abus dans les situations impliquant des enfants vulnérables. Le docteur Marcus Whitfield, le médecin qui avait involontairement facilité l'opération des Sullivan par ses consultations médicales, consacra le reste de sa carrière au bien-être des enfants. Il établit des cliniques gratuites spécialement pour les enfants orphelins et abandonnés et devint un défenseur de réformes dans la pratique médicale qui empêcherait les médecins d'être manipulés par des criminels. Ses écrits ultérieurs sur l'éthique médicale furent fortement influencés par son expérience avec l'affaire Sullivan. Le shérif Benjamin Crawford, qui avait dirigé l'enquête initiale, fut promu marshal fédéral et passa le reste de sa carrière à poursuivre des affaires similaires. Il devint l'un des premiers officiers de police à se spécialiser dans les crimes contre les enfants, développant des techniques et des procédures d'enquête qui seraient utilisées pendant des décennies. Ces rapports détaillés sur l'affaire Sullivan devinrent une lecture obligatoire pour les officiers de police à travers le pays. Les histoires des enfants, telles qu'elles émergèrent au fil des ans, révélèrent l'étendue complète de la résilience humaine et les effets à long terme des mauvais traitements systématiques. Certains, comme Rebecca, purent construire des vies relativement normales avec un soutien et des soins appropriés. D'autres luttèrent avec des maladies mentales, des addictions et d'autres problèmes découlant de leurs expériences traumatiques. Quelques-uns ne se remirent jamais complètement, mourant jeunes de complications liées à leurs années d'emprisonnement et de maltraitance. La correspondance du réseau, conservée comme preuve, fournit aux enquêteurs des informations qui menèrent à d'autres affaires pendant des années après la découverte initiale.
Les lettres trouvées dans le sous-sol des Sullivan contenaient des références à d'autres opérations, d'autres victimes et d'autres auteurs. Certaines de ces pistes aboutirent à des poursuites réussies, tandis que d'autres menèrent à des impasses ou à des situations où trop de temps avait passé pour recueillir suffisamment de preuves. L'un des aspects les plus hantants de l'affaire fut la réalisation que l'opération des Sullivan n'était qu'une partie d'un système d'exploitation beaucoup plus vaste qui avait existé largement sans être détecté pendant des décennies. L'enquête révéla que des réseaux similaires avaient fonctionné dans d'autres parties du pays, que des enfants avaient été achetés et vendus comme des marchandises tout au long de l'histoire américaine, et que les systèmes légaux et sociaux avaient été inadéquats pour protéger les membres les plus vulnérables de la société. L'affaire mit également en lumière le rôle de la responsabilité communautaire dans la prévention de telles atrocités. Les habitants de Millbrook, qui avaient vécu pendant 20 ans à côté de l'une des scènes de crime les plus horribles de l'histoire américaine, luttèrent avec la culpabilité et l'auto-examen. Comment avaient-ils pu ne pas voir ce qui se passait? Quels signes avaient-ils manqué ou ignoré? Auraient-ils pu empêcher la souffrance s'ils avaient été plus vigilants ou suspicieux? Ces questions menèrent à des discussions plus larges sur l'obligation des communautés de veiller sur leurs membres les plus vulnérables. L'affaire Sullivan devint un conte moral sur les dangers d'accepter des explications sans enquête, de respecter la vie privée lorsque ce respect permettait l'abus, et de supposer que les apparences respectables garantissaient un comportement moral. L'héritage de l'affaire Sullivan dépassa largement les réformes légales et sociales immédiates qu'elle inspira. La documentation détaillée de l'enquête, y compris la correspondance, les registres financiers et les témoignages, devint une ressource inestimable pour comprendre l'histoire du crime et de l'exploitation en Amérique. Les historiens, les criminologues et les réformateurs sociaux étudièrent l'affaire pendant des générations, l'utilisant pour comprendre comment le mal systématique pouvait prospérer dans des communautés apparemment normales. En fin de compte, le règne de terreur de la famille Sullivan prit fin, non pas grâce à un travail de police sophistiqué ou à des techniques d'enquête avancées, mais grâce au simple courage d'individus ordinaires qui refusèrent d'ignorer les signes évidents de problèmes. La décision de William Hutchinson de rapporter ce qu'il avait entendu, la volonté du shérif Crawford de prendre au sérieux les préoccupations de la communauté, et la détermination de Rebecca à témoigner malgré son traumatisme. Ces actes individuels de courage moral furent ce qui exposa finalement l'une des entreprises criminelles les plus horribles de l'histoire américaine. Le sous-sol où 47 enfants furent retrouvés enchaînés a été scellé depuis plus d'un siècle. Mais les échos de leur souffrance continuent de nous rappeler l'importance de la vigilance, du courage et de la compassion pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. L'affaire Sullivan reste à la fois un témoignage du mal humain et un rappel du pouvoir de la conscience individuelle pour vaincre même les systèmes d'exploitation et d'abus les plus ancrés. Si cette histoire vous a donné des frissons, vous comprenez pourquoi ces chapitres sombres de l'histoire américaine ne doivent jamais être oubliés. Juste au moment où nous pensions avoir tout vu, l'horreur dans des endroits comme la ferme des Sullivan intensifie notre compréhension de la façon dont le mal peut se cacher derrière des façades respectables. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères sombres, appuyez sur le bouton j'aime pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble quels autres secrets sont enfouis dans le passé de l'Amérique. Ce mystère nous montre que le mal porte souvent le masque de la respectabilité et que les crimes les plus horribles peuvent être commis par ceux qui paraissent les plus normaux à leur communauté. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé ou y a-t-il encore des secrets enfouis dans les collines de Virginie? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé ce récit et voulez plus d'histoires d'horreur comme celle-ci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères. L'obscurité de l'histoire américaine a encore de nombreux secrets à révéler, et nous serons là pour les découvrir tous. À bientôt dans la prochaine vidéo.